Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Croyez-en mon expérience, l'expatriation, c'est un sacré sujet de connaissance de soi et de développement personnel. Vous retrouver hors de tous vos repères classiques est un bel exercice, mais s'accompagne aussi de beaucoup de questions et d'émotions. Alors comment bien les gérer, voire même les anticiper? On fait le point avec Nicolas Laheurte, thérapeute Gestalt, lui-même expatrié à Barcelone. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans La Petite Voix pour cet épisode bis où on s'est dit qu'en fait ce serait intéressant de parler de psychologie de l'expatrié ou de l'expatriation. C'est un vaste sujet. Vous êtes bien placé pour le connaître parce que vous avez vous-même été plusieurs fois expatrié. La première question en fait qui me vient moi à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait tant rêver, voire fantasmer autour de l'expatriation d'un point de vue psychologique? Alors, l'expatriation, naturellement, vient à soi quand peut-être on a une forme de lassitude de notre environnement actuel. C'est-à-dire que c'est vraiment, je parle de l'externe, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui nous porte plus. Ça peut être un environnement professionnel, géographique, un endroit en particulier, des mentalités, une langue, ce que vous voulez, où on se dit il y a probablement à s'enrichir ailleurs. C'est un constat que l'on fait un peu avec soi-même, je dirais, et probablement son entourage, parce que dans l'expatriation, on emmène son conjoint, ses enfants, ou on peut être expatrié seul aussi, hein, vous voyez, il y a de toutes sortes. Et je crois que c'est ce constat que l'on a fait le trait d'union entre les expatriés, c'est-à-dire l'idée que à l'endroit où on est là, dans notre ici et maintenant, il y a quelque chose d'autre, probablement un plus, à aller découvrir ailleurs. Vous voyez, donc ça suppose que déjà on ait un regard ouvert à l'autre et à l'étranger, c'est-à-dire le différent, vous voyez, à la différence. Ça, c'est quand même essentiel. Alors, pour ma part, c'est mon propre parcours, puisque enfant, j'ai habité dans un pays qui n'était pas le mien. Et quand on est enfant, ce qui nous attache, c'est l'humain, c'est pas la nationalité ni la langue. Donc, j'avais des copains qui n'étaient pas de ma nationalité ni de ma langue. Certains l'étaient, bien sûr, et ça n'avait pas d'importance. Ils sont restés mes amis d'enfance et ils ne sont pas français, certains sont grecs. J'en ai rencontré d'autres plus loin, qui étaient américains, et d'autres étaient des personnes qui sont ni l'un ni l'autre et qui appartenaient à des pays dans lesquels j'ai vécu, mais qui n'étaient pas de ces pays-là non plus, ou certains ont été naturalisés. Enfin, vous voyez, c'est d'une grande richesse de parcours. Je crois qu'il y a cette ouverture commune, dont le tremplin serait, voilà, ce constat que chez moi, ici maintenant, dans ma culture, dans ma zone de confort éventuellement, il y a quelque chose qui ne me satisfait plus et j'ai envie d'en sortir et d'aller explorer. Vous voyez, c'est ce que l'on aura en commun les uns les autres qui avons été expatriés. Alors, il y a cette envie-là qui peut être présente, mais qu'est-ce qui fait qu'on va oser passer le cap? Parce qu'il y a un fossé potentiellement entre l'envie et le fait de... Alors, ça veut dire que l'envie devient croyance, c'est-à-dire que on passe à une dimension différente, on est presque auto-convaincu que ce sera porteur pour nous, qu'il y aura quelque chose de positif, hein, qui va nous permettre de vivre une vie probablement différente et peut-être meilleure en soi, hein, pour soi. Donc là, ça devient de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire on passe le pas quand on y croit. Vous voyez, et il y a pas mal de gens qui sont pas dans cet ordre-là, c'est-à-dire ils restent dans l'idée de, ils tâtent un peu le terrain, ça fait un peu sens, ils resteraient pas mal, mais ils passent jamais le cap et on les voit pas. Et ils nous disent, oh, t'as de la chance, et on se dit, non. J'ai pas de la chance, j'ai du courage, j'ai été. Toi, éventuellement, t'as proposé, tu aurais pas été ou tu y as pas été, et tu dis que tu voudrais, mais en fait, puisque tu n'y es pas, c'est que foncièrement, questionne-toi. Probablement, tu ne le souhaites pas. Alors, c'est pas un jugement, hein, oui. C'est un constat. Oui. Quelles sont les problématiques
psy propre aux expatriés? Alors moi, je dirais que quand on arrive dans un pays et que c'est notre première expérience, il y a quelque chose de notre ancrage. C'est-à-dire que c'est long de s'ancrer. C'est-à-dire que on est dans l'enthousiasme de la nouveauté, mais pour reprendre ses marques dans un endroit qui n'est pas le nôtre, la langue qui n'est pas la nôtre, des mentalités, un nouveau travail, etc., il y a quelque chose du tout en même temps qui est compliqué. C'est-à-dire l'endroit c'est plus le même, le travail c'est plus le même, la langue c'est pas la même, les coutumes sont plus les mêmes, le territoire n'est pas le même, la géographie n'est pas la même, et ça fait beaucoup de changements d'un coup. Ouais. Alors même quand on est ouvert à ça, il y a quelque chose qui vient nous toucher très profondément, c'est autour de notre place, autour de notre identité, et c'est pas évident au début. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire avec une expatriation, 2, 3, il y a un modèle qu'on commence à bien maîtriser. Et puis, c'est ça qui fait sens pour moi, c'est-à-dire une part de notre communauté, parce qu'on a une identité communautaire qui nous aide à nous implanter, et aussi, bien sûr, la rencontre de personnes qui ne sont pas ni de notre langue, ni de notre culture, ni de notre pays, parce que on va pas rester que dans une petite communauté française. Enfin, il y en a qui le font, et d'autres qui ont un peu un pied dans différentes dimensions. Pour revenir à ce que vous dites, et pour l'avoir vécu, notamment en Nouvelle-Zélande, il y a vraiment, effectivement, quand on arrive, quand on s'expatrie, en fait, on repart tout repart de zéro. Le travail, si on ne l'a pas suivi avec nous, donc la vie professionnelle, la vie sociale, la vie des enfants, si on en a, il y a vraiment, et effectivement, c'est déstabilisant. Tous nos acquis, en fait, tout ce qu'on avait réussi à construire confortablement, même le logement. Alors, vous voyez, il y a quelque chose, moi, que j'avais remarqué avant dans ma propre vie, c'est-à-dire que c'est là que j'ai compris que j'étais un vrai Européen. Quand j'étais enfant, ou même plus tard adolescent, j'habitais dans des systèmes un peu de village ou de petites villes avec un cœur de ville assez à l'ancienne, avec de la vieille pierre, des choses, vous voyez. Et puis quand à 17 ans, j'ai été habité aux États-Unis, c'était à Denver, dans le Colorado. C'est une ville qui fait 50 kilomètres sur 50, une espèce de centre-ville ouvert avec des gratte-ciel. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien de tout ça. Et puis il y a des grandes avenues, puis c'est orthogonal. Puis pour moi, il n'y avait pas de vie chaleureuse, quoi, vous voyez. Là, je me suis dit, mais c'est même imprégné dans dans tes sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire, vous voyez, au début, j'étais perdu. Et quand je suis allé à San Francisco, tout de suite, j'étais me mettre dans le vieux San Francisco. Je me suis dit, t'es un Européen, toi, il te faut quelque chose de la patine du temps, quelque chose qui soit organisé dans le cœur de ville, qui ait fait de la proximité, un peu de cocon, vous voyez. Et je me suis dit, je suis pas un Américain avec ma voiture, à me déplacer par-ci, par-là. Alors, la vie a changé en Europe, puisque ça c'était en 82. Depuis, on a toutes les zones commerciales, les fast-food en drive-in, ce que vous voulez. Mais pour autant, nos cœurs de ville historiques, nos vieilles pierres, notre patrimoine architectural, archéologique, c'est vraiment dans nos gènes, quoi, quelque part, vous voyez. Et quand on se déplace, on emmène ce patrimoine avec nous, et dans des endroits où éventuellement on sent pas cette espèce de proximité, cette chaleur, ces codes qui sont les nôtres, c'est des fois déchirant, des fois un peu compliqué, où il faut du temps. Et vous voyez, moi j'avais une prof d'espagnol ici qui me disait, je vois arriver les expatriés ou les expatriés eux. Le premier mois c'est l'euphorie, et après il leur faut 6 mois pour prendre leur marque et être un peu heureux ou heureuse, parce que les 5 suivants, c'est compliqué, Mes copains, mon boulot, ma maison, mes parents, etc. Alors, bien sûr, on peut aller à la plage, ici à Barcelone, mais la plage, c'est pas toute notre identité non plus, Il faut reconstruire quelque chose, oui. Donc, il y a vraiment cette capacité, j'allais dire presque de résilience. Ouais, alors, vous voyez, c'est un peu comme si on était un peu arraché à notre monde, on va le dire comme ça. Donc, il y a une sorte de petit arrachement, il est plus ou moins grand selon qui l'on est. Et puis, oui, il y a aussi cette capacité à être dans cette adaptation. Alors, la résilience, je me méfie de ce mot parce que c'est un mot qui suppose 4 prérequis. On n'est pas résilient en soi, on est résilient pour 4 bonnes raisons. Okay. Donc, il y a quelque chose autour de ça, oui, qui nous aide. Et dans la résilience, par exemple, il y a une dimension qui est ce qu'on appelle le réseau. Et oui, quand on vient comme expatrié, on a un réseau à recréer. C'est peut-être ça qui fera déjà un des premiers étages de la résilience possible. Vous voyez, mais il y a d'autres dimensions, il y en a 3 autres. Et donc, oui, ça demande que on remplisse ces différents critères pour un moment se sentir chez soi, entre guillemets, vous voyez, symboliquement. Et il y a des gens, ça devient le chez soi pour de vrai, parce que éventuellement, ils se marient ici, ils adoptent la nationalité. Vous voyez, là, il y a des comment dirais-je,
amplitudes autour de qu'est-ce que serait être chez moi. Il y a des personnes pour qui ici c'est chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont élu domicile, quoi. Ils ne retourneront pas en France, ils font leur vie. Moi, je suis plus dans une dimension d'expatrié, c'est-à-dire que effectivement, je suis là un temps et puis je vais aller ailleurs un temps et après le chez moi sensiblement maintenant, ça a été un apprentissage, mais c'est la France. Quoique, ça c'est plus dans l'esprit de mon épouse, je crois. Moi, je suis quand même un peu, je suis pas forcément aussi accroché à la France, mais ça c'est lié à mon histoire, donc voilà. Ok. Quels conseils on peut donner pour bien vivre son expatriation? Déjà d'être dans cette conscience, je pense qu'il y aura un temps d'adaptation, indéniablement, et que on peut s'y préparer parce qu'il y aura un peu des hauts et des bas pendant cette période-là. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous venez dans une ville comme Barcelone où, objectivement, vous pouvez dire c'est une ville géniale et c'est vrai, et le temps est super, et la lumière est super, et la mer c'est super. Oui, mais c'est pas chez moi. Donc, vous voyez, au début, il y a ce temps d'adaptation, je dirais vraiment physique, subtil, physiologique, c'est-à-dire de recréer ses habitudes. Moi, je fais ça, c'est-à-dire que j'engage tout le monde à le faire. Si vous avez, par exemple, une passion et que cette passion, c'est certains magasins précis, vous retrouvez les magasins qui sont ceux de votre passion et que vous avez votre petite routine à aller les voir. Si, par exemple, votre manière de vous ancrer, alors moi, c'est la mienne, c'est le bistrot. Alors, le matin, je vais boire mon café. Je connais mes interlocuteurs serveurs, un peu des habitués, voyez. Et ça me fait penser que je suis un peu de là, quoi, voyez, entre guillemets. Et je pense qu'il faut recréer ces rituels. C'est essentiel pour s'ancrer. Donc, si on connaît un peu ces rituels d'ancrage au monde, il faut les emmener avec soi et les répliquer dans le nouveau chez soi. C'est intéressant. C'est très important. Pour passer ce cap-là. Ouais, alors, il y a des gens qui le font par le sport. Par exemple, ils avaient la salle de sport à Paris, ils ont la salle de sport ici. C'est le rituel qui compte, Et donc, ils vont à la salle de sport tous les mercredis et tous les samedis comme ils faisaient. Et ça donne un ancrage. Le rituel, c'est fondamental, en fait. Il y a quelque chose de presque rassurant, en fait. Et quelque chose que notre psychisme, dans d'autres zones de confort, c'est pas qu'une zone de confort théorique. Il y a quelque chose de la répétition, de rituel, de routine, qui nous met instantanément dans notre confort, voyez. Et c'est important de pouvoir, je pense, répliquer ça. C'est vraiment une manière de s'ancrer durablement, en réalité, Voilà. Ok. Donc, quand on connaît ça, ça devient une systématique. C'est-à-dire que, alors après, pour les Français, nous, on a un réseau d'accueil qui est connu. On va, ça s'appelle France Accueil éventuellement. Vous avez France Accueil Madrid, France Accueil Barcelone, France Accueil Londres. Et les gens répliquent des modèles où ont leur manière d'être en réseau, en connexion avec leurs compatriotes, ou une manière de s'impliquer par le sport, ou des fois, ça peut être par la vie de parents, la garderie, ce que vous voulez. Et ils retrouvent cet ancrage de cette manière-là. Ok. Donc, je pense que ça fait sens parce que l'humain a besoin de ça, a besoin d'un ancrage quoi qu'il arrive. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Merci. Au revoir. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.